Bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un algorithme un petit peu spécifique et qui peut peut-être vous aider dans la vie courante, c'est l'algorithme de Lie. Imaginez par exemple que vous vous réveillez en plein milieu d'un labyrinthe et que vous n'aviez aucune idée d'où se trouve la sortie. Eh bien, l'algorithme de Lie pourrait permettre de vous dire à quelle distance vous êtes de la sortie. Ça vous est jamais arrivé dans la vie? Ah bon, ça arrive qu'à moi? Bon, passons. Donc l'algorithme de Lie est un algorithme qui va résoudre les labyrinthes et qui va vous permettre de vous en sortir en ne sachant pas où vous êtes exactement, enfin vous savez vos coordonnées et vous savez les coordonnées de la sortie. Et l'algorithme de Lie va vous permettre de donner votre distance à la sortie et nous allons faire évoluer aussi cet algorithme pour qu'il vous donne aussi le chemin à suivre, le chemin le plus court bien entendu, jusqu'à la sortie. Donc comment ça fonctionne sur le principe? Eh bien, j'ai ici devant moi un labyrinthe que j'ai dessiné. J'ai ma position de départ en vert et j'ai ma position de sortie, la sortie du labyrinthe en rouge. Le but ici est de retrouver quel est le chemin le plus court qui me mènera de mon point vert, de mon point initial, jusqu'à la sortie. Donc, il y a quelques règles à mettre en place, déjà, pour voir un petit peu comment va se passer ce déplacement. Les déplacements possibles, je dis que les seuls déplacements possibles dans un premier temps sont les points cardinaux. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc concrètement, sur mon labyrinthe, je ne pourrais me déplacer que vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Je ne pourrais pas faire, par exemple, des sauts de plusieurs cases ou alors me déplacer de façon diagonale. Je vais me limiter à me déplacer dans les 4 points cardinaux. Donc comment va se passer l'algorithme de Lie? Eh bien l'algorithme de Lie va se baser sur le parcours en largeur que nous avons déjà vu dans les algorithmes de graphes. C'est-à-dire que la propagation va se faire en espèces de cercles successifs. C'est comme si vous jetez une pierre dans l'eau, vous voyez, d'abord vous avez un petit cercle qui va s'agrandir, 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 et ainsi de suite, tous les petits cercles deviennent plus grands. Eh bien c'est exactement comme ça que va se passer l'algorithme de Lie. C'est comme si vous renversez par exemple un liquide visqueux, par exemple de l'huile ou quelque chose comme ça. Eh bien en fait le liquide va se répandre tout doucement en cercle et va prendre la forme, va se mettre autour des objets par exemple qui se trouveraient par terre et va prendre la forme. C'est exactement comme ça que va se dérouler l'algorithme de Lie. Donc essayons de le dérouler un petit peu pour voir comment cela fonctionne. Et puis ensuite on va essayer de trouver quelles sont les règles à respecter pour que cet algorithme fonctionne. Et nous verrons dans un second temps comment nous allons pouvoir le programmer en Python. Comment déjà symboliser un labyrinthe pour un langage de programmation et ensuite comment l'utiliser pour résoudre notre problème de sortie. Dans notre algorithme de Lie, nous avons donc spécifié que les déplacements possibles sont nord, sud, est et ouest. Donc si je suis dans la zone 0, 0, donc là aussi, pour pouvoir nous repérer dans un labyrinthe, eh bien, j'ai mis des coordonnées aux lignes et aux colonnes. Cela va nous permettre de repérer facilement une case. Le fait d'avoir mis maintenant des indices permet de dire que je suis pour l'instant en case 0, 0 et je veux atteindre la case 9, 9. Donc j'ai numéroté de 0 à 9 et pas de 1 à 10, vous le verrez plus tard, puisqu'en Python, je vais utiliser des listes, ou dans d'autres langages vous utiliseriez des tableaux, et ce genre de structure dans les langages de programmation utilise toujours des indices de 0 à la longueur de la structure moins 1. Et on ne commence pas à 1. Donc je me suis déjà un petit peu simplifié la tâche. Donc j'ai quadrillé mon labyrinthe comme je l'aurais fait par exemple dans un jeu de bataille navale. Dans un jeu de bataille navale, quand vous jouez, vous ne voyez pas la grille de votre adversaire, mais vous pouvez par exemple dire que vous lancez un missile en B2. Et le fait d'associer B et 2, pour votre adversaire, cela va spécifier une ligne et une colonne, et à l'intersection, c'est là où vous avez envoyé votre missile. Et bien le principe est exactement le même ici. Le but, en quadrillant mon labyrinthe, est de pouvoir accéder à n'importe quelle case par rapport à ces coordonnées. Si je vais par exemple ici, je prends une case là, eh bien je sais que cette case, elle sera à la ligne 3 et à la colonne 4. Donc ce système me permet en fait de pouvoir accéder à chacune des cases. Reprenons mon déplacement, donc je pars de la case 0, 0 et je veux sortir de mon labyrinthe. Eh bien, je me rends compte que dans mon premier déplacement, en fait, j'ai pas 36 choix qui sont possibles. Je ne peux pas aller au nord puisque je sortirai de ma carte, je ne peux pas aller à l'ouest puisque je sortirai de ma carte, je ne peux pas aller au sud puisque je suis bloqué par un mur. Les règles à respecter, on commence à les entrevoir déjà.
La première règle, c'est qu'il faut rester dans la carte. Il faut rester dans la carte du labyrinthe. Je ne peux pas sortir. On estime que là, le labyrinthe est entouré de murs. Je ne peux pas m'échapper du labyrinthe par une des limites. La seule façon de sortir du labyrinthe est d'atteindre la sortie. Donc il faut que je reste dans la carte. Je me rends aussi compte que ce que j'ai défini en grisé ici, ce sont des murs. Et comme je suis un être humain, je ne peux pas traverser les murs. On peut programmer peut-être un jour une fonction fantôme qui vous permettrait de le faire, mais là, dans ce cas précis, je suis un être humain, je ne peux pas traverser un mur. C'est encore une des règles à respecter. Les murs sont infranchissables. Ok, ça nous fait déjà 2 règles de déplacement. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en fait aller qu'à une seule, que dans une seule case, je peux aller qu'une seule fois à l'est. Et donc, à l'est, cette distance est de 1. Je peux mettre par exemple que là où je suis à une distance 0, donc c'est-à-dire que je n'ai pas encore bougé. J'ai parcouru 0 case. À partir du moment où je vais une fois à l'est, je suis dans la case 1. Je me rends compte que je ne suis pas encore sorti de mon labyrinthe. Du coup, de cette case 1, qu'est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux aller? Eh bien, je peux aller une fois au sud et je peux aller une fois à l'est, encore une fois. Donc ces 2 cases seront à des distances de 2, cette fois-ci. De ces 2 nouvelles cases, où est-ce que je peux aller? Eh bien, je peux aller ici, soit en allant ici par l'est, soit en prenant la case 0,2 et en allant une fois au sud, j'aurai une distance de 3. Je peux utiliser les deux, de toute façon la distance sera la même. Et j'aurai un 3 ici. Vous voyez, on commence à dessiner un petit peu ces rayons qui vont, ces espèces d'arcs de cercle qui vont partir de la position initiale et qui vont être un arc sur 1, un arc sur 2, un arc sur 3, et ainsi de suite. Maintenant que vous avez compris le principe, on va aller un petit peu plus vite. De cette case 3, je peux aller en 4 ici, je peux aller en 4 ici, je peux aller en 4 ici. De ces cases 4, maintenant, je peux aller au sud en partant de cette case-là, à l'est en partant de celle-là, j'aurai des 5. En partant de ces cases 5, je peux aller en 6 ici, avec 6 mouvements ici, 6 mouvements ici, 6 mouvements ici. Puis des cases qui m'ont demandé 6 déplacements, je peux aller en 7 ici, en 7 ici et en 7 ici. Puis je peux aller en 8 ici, 8. Ici, j'ai 9. Puis j'ai 10. Puis j'ai 11. De cette case-là, la case 11 du sud, je m'aperçois que maintenant j'ai 3 positions possibles. Je peux aller soit à l'ouest, soit au sud, soit à l'est. Ici, je ne peux aller qu'au sud. Ensuite, je continue avec mes positions 13. Puis je continue avec des positions 14. Là, j'ai de la chance, puisque ce chemin, le chemin qui est passé par le haut et le chemin qui est passé par le bas, en fait, m'a ramené à la même distance. Mais ça ne pourrait pas toujours être le cas. Et dans ce cas-là, en fait, vous voyez que comme on fait les chemins minimum à chaque fois, eh bien le chemin sera complété en premier par le chemin le plus court. Et donc ça me permet d'avoir toujours le chemin le plus court. Cependant, ce qu'il faut faire attention, c'est que si je viens du chemin du haut, ici, il ne faudrait pas que je puisse revenir en arrière, et que je puisse mettre 15 ici. Donc, encore une des règles qui sera respectée, c'est qu'il faut noter les cases visitées. Il faut noter les cases visitées pour ne pas les visiter une deuxième fois et recouvrir avec un chemin plus long une case qui aurait déjà eu une distance. Donc je continue, j'en étais à 14. Donc on en arrive tout doucement à la distance 15. 15, ici on arrive à 16. Et on est bloqué. Ici on arrive à 16. Ensuite je continue, j'arrive à 17 et j'arrive enfin à 18. Et l'algorithme de Lie, en parcourant mon labyrinthe, m'a permis de voir que la distance minimale qui me sépare de la sortie du labyrinthe est de 18. 18 cases à parcourir avant de sortir. Alors l'algorithme de Lie est très sympathique de m'expliquer ça. Seulement le problème c'est que je sais que maintenant que je suis à 18 cases de distance de la sortie, mais j'ai toujours aucune idée de la direction que je dois prendre pour sortir. Et pourtant, vous avez compris que nous avons parcouru petit à petit les cases. Donc il y a peut-être un moyen en fait de mémoriser le chemin le plus court également, pendant que nous construisons notre tableau des distances. C'est ce que nous allons voir maintenant en Python. D'abord une implémentation de l'algorithme de Lie classique qui va retourner la distance qui me sépare de la sortie,
puis nous allons faire évoluer cet algorithme pour essayer de retrouver le chemin qui va nous permettre de retrouver la sortie. Pour cela, je vais expliquer comment fonctionne notre programme Python. Je commence déjà par déclarer ma carte. Et là, vous vous rendez compte que la carte que j'ai déclarée ici, je vais faire un petit peu plus grand, la carte que j'ai déclarée ici, en fait, elle est couverte de 0 et de 1. Ce qui est pas vraiment ce qu'on a représenté. Nous, en fait, ce qu'on aimerait représenter dans notre carte, c'est en fait un tableau, ça vous l'avez remarqué, qui contient à la fois des murs et à la fois des pièces par lesquelles nous pouvons passer. Eh bien, en fait, il suffit tout simplement de modéliser un tableau avec des valeurs différentes. Ici, j'ai choisi de dire que si j'ai un 1 dans mon tableau, c'est une case par laquelle je peux passer. Si j'ai un 0 dans mon tableau, cela permet de me dire que j'ai un mur. Et dans ce cas-là, je ne peux pas traverser cette case. Et donc, en termes de structure que nous allons utiliser dans notre programme Python, nous allons utiliser une liste de listes, mais dans d'autres langages, vous pourriez utiliser des tableaux de tableaux, des vecteurs de vecteurs, ce genre de choses, n'importe quoi. Donc là, nous sommes sur un tableau à 2 dimensions, une liste à 2 dimensions, qui va contenir en fait la composition de notre labyrinthe, qui va symboliser les pièces disponibles et qui va symboliser les murs. Et donc là, vous voyez, tout ce qui est gris est en 0, tout ce qui est en blanc est accessible est en 1. Et c'est exactement cette structure que vous retrouvez dans la définition de ma carte, telle que je l'ai faite dans le labyrinthe. Donc, comment c'est défini? C'est en fait une liste de listes, et c'est une liste de 10 lignes comprenant des listes de 10 éléments. Et donc cela nous permet de faire une matrice carrée de 10 sur 10, et de pouvoir accéder facilement à n'importe quel élément de cette matrice. J'ai ensuite défini une fonction du parcours en largeur, puisque je vous l'ai dit, l'algorithme de Lie n'est qu'une adaptation de la fonction de parcours largeur de parcours des graphes. Et pour avoir de plus en plus d'informations sur le parcours en largeur et parcours en profondeur des graphes, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, je vous propose de vous y reporter. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer ce parcours en largeur. Alors, les arguments de cette fonction, en fait, elles sont assez claires. En premier argument, on va prendre la carte. En deuxième et troisième argument, on va prendre les coordonnées de départ, c'est-à-dire la case dans laquelle je me suis réveillé. Ici, je suis en 0, 0, c'est ce que j'ai spécifié, on était en 0, 0, la case verte. Et je vais donner en quatrième et cinquième argument les positions d'arrivée, les positions de la sortie. Ici, ma sortie est en 9, 9, on l'a vu sur le tableau, c'est ma case rouge qui est en 9, 9. Ok, donc la fonction de parcours en largeur a toutes les cartes en main pour me dire comment je peux rejoindre ma sortie. Ensuite, cette fonction retourne une distance, qui est la distance minimale de sortie. Il se peut que cette distance n'existe pas. Imaginons par exemple que dans mon labyrinthe que je reprends ici, ma sortie ait été plutôt là. Et bien en fait, vous voyez que ce point est inaccessible. En fait, il est entouré de murs. Et donc, il faut aussi prévoir que le programme vous dise qu'il n'y a pas de solution, puisque la sortie, telle qu'elle est décrite, n'est pas accessible, elle est bloquée par un mur. Il ne faut pas non plus que le programme plante, il faut qu'il prévoie ce cas-là. Donc, si la distance n'est pas trouvée, si la distance est trouvée, on indique la distance finale à l'utilisateur, et sinon, on dit que la distance ne peut pas être atteinte parce que la sortie est bloquée par un mur. Il y a un mur entre la sortie et l'endroit où on se trouve. Donc revenons sur la fonction de parcours en largeur pour voir comment elle s'écrit. D'abord, si on reprend les déplacements possibles que nous avons vus, nous avons dit que les déplacements possibles étaient le nord, sud, l'est, ouest. Je déclare donc une liste qui va contenir les déplacements possibles. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que c'est une façon assez commode d'initialiser tous les déplacements qui sont possibles, et si jamais je veux ajouter à mon algorithme la possibilité de se déplacer en diagonale, eh bien je n'aurai qu'à continuer de remplir cette variable avec les nouveaux déplacements possibles. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis en fait les coordonnées
deux déplacements. C'est-à-dire que le premier, en fait, va être un déplacement, le déplacement sur la ligne, et le déplacement va être, et le deuxième va être le déplacement sur la colonne. Ça veut dire, je vais l'expliquer avec un tableau. Imaginons que je suis ici. Attendez, je vais prendre un peu. Imaginons que je suis ici. Voilà. Donc je suis à des coordonnées, je suis quelque part dans mon tableau, et je suis à des coordonnées 5, allez on va dire je suis ligne 4, colonne 5. Si je me déplace d'un cran vers le haut, et que je me retrouve ici, je vais me retrouver en ligne 3, 5. C'est-à-dire que ma ligne a perdu 1, alors que ma colonne est restée fixe. Ok ? Si je me déplace au contraire dans l'autre sens, je vais me retrouver en ligne 5, 5. Ça veut dire que j'ai pris 1 à la ligne et que ma colonne est restée la même. De même, si je me déplace vers la gauche ou vers la droite, et bien là c'est ma colonne qui va varier de 1 et ma ligne qui va rester la même. Et si je me déplace de l'autre côté, et bien là c'est ma colonne qui va prendre 1 et ma ligne qui va rester la même, qui va rester 4. C'est exactement ce qu'on a symbolisé là-dessous. On a permis de perdre une ligne, de rester sur la même colonne, de rester sur la même ligne, de perdre une colonne, de augmenter la ligne de 1 mais de rester sur la même colonne, et de rester sur la même ligne et d'augmenter la colonne de 1. Donc on a symbolisé les 4 déplacements possibles, nord, sud, est, ouest. Et cette liste de déplacements va ensuite, bien entendu, servir dans notre fonction de parcours en largeur. Donc nous reprenons notre fonction de parcours en largeur qui prend les arguments, la carte, c'est-à-dire la carte de notre labyrinthe, la coordonnée de ligne de début, la coordonnée colonne de début, la coordonnée ligne de fin, de sortie, et la colonne de sortie. Qu'est-ce qu'on va faire déjà ? On va déjà s'occuper des 3 règles qu'on a à voir. Je vous rappelle qu'on s'était défini 3 règles. Il faut rester dans la carte quand on se déplace. Les murs sont infranchissables, et il faut noter les cases visitées pour ne pas tourner en rond et ne pas revenir en arrière. C'est ce qu'on va faire, c'est cette 3e règle que nous allons initialiser dès le début. Nous allons en fait créer un tableau des cases déjà visitées. Donc là, on est un petit peu en Python qui nous permet ça de faire en une ligne, mais le but en fait est d'arriver à un tableau qui a la même dimension que notre plan, et qui va contenir un booléen, donc vrai ou faux, oui ou non, ici je l'ai symbolisé par oui ou non, donc c'est mon tableau d'en bas à gauche, qui va contenir de base non, c'est-à-dire que je n'ai visité aucune des cases. Pour l'instant c'est vrai, je n'ai pas encore commencé mon parcours, je n'ai pas bougé de ma position, toutes les cases sont à non, j'en ai visité encore aucune. Très bien. Je déclare une structure de données fil, qui permet en fait de garder en mémoire quelles sont mes prochaines cases à visiter. Ce que je mets maintenant déjà visité, c'est ma structure qui est déjà visitée, des cases déjà visitées, et je la prends pour mon point de départ. Deb X, deb Y, et dedans je mets que cette case, je l'ai visitée. Logique, puisque je suis dedans. C'est la case dans laquelle je viens de me réveiller. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je fais que à visiter, cette case à visiter, eh bien je la considère comme la case dans laquelle je suis maintenant, et que je vais évaluer maintenant quelles sont les cases voisines de cette case. La distance minimum à la sortie, pour l'instant je ne l'ai pas trouvée, et comme je cherche la distance minimum, je l'initialise à plus l'infini, qui est en fait une valeur pour dire je n'ai pas trouvé, ou alors le temps pour la trouver est infiniment long. Vous pouvez le tourner comme ça. Et donc, toute solution que je vais trouver par la suite sera forcément meilleure que cette solution infinie. Très bien, donc on parcourt la liste des cases à visiter. Donc pour l'instant, j'ai mis par exemple que dans la case à visiter, je l'écris un peu plus haut, dans à visiter, pour l'instant, j'ai la case 0, 0. Je sais pas pourquoi il me met tellement de couleurs.
Voilà, donc dans à visiter, j'ai 0, 0. Ok, c'est la seule case qui pour l'instant est à visiter, c'est la case dans laquelle je suis. Donc, ce que je vais faire une boucle, et tant qu'il y a des cases dans ma structure à visiter, eh bien qu'est-ce que je fais? Je récupère la case... Ah oui, je note aussi la distance dans la case, c'est-à-dire que je suis en ce moment, dans la case de départ, je viens de me réveiller, ma distance maximale est de 0. Donc à visiter, je suis dans la case 0, 0, et je regarde quels sont maintenant tous les voisins de ma case dans laquelle je suis. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, la première chose que l'on vérifie, c'est est-ce que la case dans laquelle je suis, est-ce que c'est finalement ma sortie? Parce que du coup, là, j'aurais terminé. Donc je vérifie que les coordonnées x et les coordonnées y, que je suis sur la même ligne que la sortie et que je suis sur la même colonne que la sortie, ce qui voudrait dire que je suis arrivé à la sortie. Et dans ce cas-là, il suffirait de retourner la distance que j'ai sauvegardée. Si là, par exemple, la sortie et l'entrée étaient sur la même case, eh bien je retournerais le 0, ici, et je dirais qu'en fait, j'ai trouvé la sortie en 0 déplacement. Là, c'est pas le cas. Donc, à visiter, je suis toujours dans ma case 0, 0, je suis toujours dans ma case de départ, et je ne suis pas dans la sortie. Donc, je continue dans ma fonction. Donc, je vais récupérer tous les déplacements possibles. C'est ce que va faire cette boucle. Elle va parcourir les déplacements possibles, elle va évaluer le nord, le sud, l'est ou l'ouest, et elle va me donner les coordonnées de ces 4 points, de ces 4 salles qui sont disponibles. Donc typiquement, ici, elle va me donner un point hors de la carte ici, un point hors de la carte à l'ouest, un point mur au sud et un point où je peux aller à l'est. Et donc, les règles là, il va falloir les évaluer. La première qu'on va évaluer, c'est est-ce que ce voisin de la case où je suis est bien toujours dans la carte. Et ça se vérifie simplement avec les coordonnées du voisin. Il faut que les coordonnées soient supérieures à 0 et inférieures à la longueur de la carte. Pour être sûr que le voisin a bien des coordonnées, il ne peut pas avoir de coordonnées négatives, ça voudrait dire qu'il est sorti de la carte soit vers le haut, soit vers la gauche, et il ne peut pas être supérieur à la longueur de la carte, ça voudrait dire qu'il est sorti par la droite ou par le bas de notre labyrinthe. Donc là, sur les 4 cases, on a la case du nord qui sort du tableau, la case de l'ouest qui sort du tableau, la case du sud qui est bloquée par un mur. Donc ça aussi, il faut le tester. C'est ce qu'on fait dans un deuxième... Non, dans un deuxième temps, on regarde d'abord si le voisin n'a pas déjà été visité. C'est aussi une solution, c'est aussi une des règles qu'on s'était fixées. Il faut pas repasser par une case qui a déjà été visitée, puisque sinon vous risqueriez de tourner en rond, et en plus vous risqueriez d'affecter des distances plus élevées à des distances plus faibles qui sont déjà en place. Donc, et on revient en fait à notre troisième condition. Non, pardon, c'était bien ça. Si le voisin est accessible, donc on avait dit que il faut que sur la carte, en fait, pour pouvoir être accessible, il faut que la valeur soit 1. C'est ce qu'on avait spécifié. 1, ce sont les valeurs où on peut se déplacer. 0, ce sont les murs. Donc la valeur où on peut se déplacer, c'est 1. Et enfin, la dernière condition, on vérifie si la case n'a pas déjà été visitée. Si elle a déjà été visitée, elle contient déjà la distance minimum à laquelle on se trouve du point de départ, et donc il n'y a rien à faire pour cette case. Et donc, que se passe-t-il? Là, dans ce cas-là, j'arrive sur cette case-là, la case 0, 1. Elle, ce n'est pas un mur, elle est dans la carte, et elle n'a pas encore été visitée. Donc, celle-là est accessible. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lui dis déjà... Donc là, je suis en train de traiter le point ici. Je vais le mettre en vert. Donc on dit, je suis sur cette case-là. Donc, je dis que la case, je l'ai déjà visitée. C'est-à-dire qu'on va modifier ici cette case pour dire que je l'ai déjà modifiée. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va dire que cette case, maintenant, va être à évaluer. Donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer la case 0, 0, 1. Et vous voyez aussi qu'on va fixer la distance, on va mettre la distance qu'on avait jusqu'à présent
dans la case de laquelle on vient, plus 1, ce qui fait qu'on vient de cette case-là où la distance était de 0. Celle-là maintenant, on fait distance plus 1, et on a une case de plus 1. Donc, notre boucle se termine ici. Nous avons traité la case 0, 0 et tous ses voisins. Donc celle-là, en fait, on la supprime. Tout simplement. Je repars dans mon tour de boucle. Cette fois-ci, vous voyez que je reprends toujours la structure des points à visiter. Maintenant, ce qu'il y a comme case à visiter, eh bien, c'est la première case, c'est la case 0, 1 qui se retrouve là-dedans. Et la case 0, 1, on va faire le même parcours. On va évaluer quels sont les voisins de notre case. Et puis, petit à petit, vous allez voir qu'on va progresser. Donc là, il y a deux cases voisines. On peut aller au sud de ma case ou on peut aller à l'est. Mais on ne peut pas aller au nord, et aller à l'ouest reviendrait sur nos pas. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Et donc, on va noter quels sont les voisins. Donc on traite cette case-là. Les voisins sont la case 0,2 à l'est et la case 1,1 au sud. Là, on marque à chaque fois qu'elles ont été visitées. Donc je vais changer de couleur à chaque parcours. Ces deux-là ont été visités. On leur donne la valeur 2 puisque pour y accéder, on est venu de la case 0,1 et on a augmenté la distance de 1 par rapport à la case à partir de laquelle on vient. Et donc, on a 2, 2. On supprime une fois de plus celle-là puisqu'on a fini le traitement. On passe à la case suivante, la case 0,2. On va juste encore finir ces deux-là pour voir un peu comment ça se passe. Donc la case 0,2, elle peut aller en 0,3 à l'est et elle peut aller en 1,2 au sud. Donc on note ces deux cases comme étant visitées. Et ces deux cases, en fait, on sait qu'on vient de la case 0,2 qui a une distance de 2. Donc on augmente juste la distance de 2 par rapport à la case qu'on avait. Ok. La 0,2 a fini d'être traitée. Il reste à traiter la 1,1. Et la 1,1, en fait, vous allez vous apercevoir que cette case qui se situe en 1,1 revient sur ses pas au nord, a un mur à l'ouest, a un mur au sud et a une case déjà visitée à l'est. Et du coup, en fait, il n'a rien à faire sur cette case. Là, évidemment, en ayant traité les cases 0,4, 0,3 et 1,2, en fait, vous vous rendez compte aussi que là, on a rajouté de nouveau dans la liste les possibles cartes, les possibles cases suivantes. Donc on aurait rajouté 2, 2, et on aurait rajouté 2, 2, on aurait rajouté 1, 3, 1, 3, et on aurait rajouté la case 0,4. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est comme ça que se propage l'algorithme. On va tout de suite passer à la fin pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, j'ai rempli directement tous mes tableaux pour voir comment ça s'est passé. Là, j'ai mon tableau des obstacles. J'ai mon tableau des visites. C'est-à-dire qu'à la fin, vous vous rendez compte que tout a été visité, ou presque, sauf les cases non accessibles. Et au niveau des tableaux des distances, qui est en haut à droite, vous voyez en fait que les distances se sont mis petit à petit en place, comme ça, par arcs de cercle successifs, pour à chaque fois avoir les distances minimum. Et c'est ce qui a été fait dans notre algorithme qui est ici. Voilà comment fonctionne l'algorithme de Lie. Je voudrais juste encore faire une exécution pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc là il nous a dit que le chemin le plus court jusqu'à la destination est de longueur 18. C'est également ce qu'on avait constaté avec le parcours, on était parti de 0. Et là on a pour chacune des salles la distance à la position de départ, et vous voyez qu'à l'arrivée en 9,9 on est bien
à 18. Donc l'algorithme tel qu'il a été écrit fonctionne. Seulement, le problème, c'est qu'on se rend bien compte que c'est une information cruciale de savoir peut-être à quelle distance nous sommes de la sortie. Par contre, ce n'est pas une information qui va nous permettre d'y arriver à cette fameuse sortie. Et donc là, se pose un problème en se disant, tiens, mais on a parcouru finalement le graphique en entier. Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, avoir aussi le chemin pour arriver à cette sortie? Puisque visiblement, le chemin, l'algorithme l'a fait, puisqu'il arrive à nous trouver la distance minimum. Eh bien, en fait, l'algorithme de Lie peut être effectivement adapté pour pouvoir contenir le chemin vers la sortie. Et pour arriver à cette sortie, à ce chemin, donc qui nous guiderait comme un GPS vers la sortie, il faut rajouter une nouvelle structure de données, qui est cette fois-ci le tableau des prédécesseurs. Et le tableau des prédécesseurs, comment ça va fonctionner? Eh bien, tout simplement, chacune des cases va contenir quelle est la case d'où vous venez, tout simplement. Là, par exemple, on avait vu que quand on débute dans la case ici, on ne peut avoir que une solution pour quitter cette pièce, c'est de quitter par l'est, puisque par le nord, on sort de la carte, par l'ouest, on sort de la carte, et par le sud, il y a un mur. Donc, on pourrait se dire, tout simplement, quand je suis arrivé en case à l'est du point de départ, eh bien, je suis venu, en fait, de la case 0, 0. Et ainsi de suite. Et donc, quand j'ai ma case 0, 0 qui est ici, de cette case, je peux aller soit à l'est, pour rejoindre cette case-là, soit je peux aller au sud. Et donc, je pourrais dire que la case qui est au sud ici, pour y accéder, eh bien, je suis passé par la case 0, 1. Et pour arriver à la case à l'est, je suis aussi passé par la case 0, 1. Et ça permettrait, vous voyez, déjà sur deux cases, si je suis ici, je vais mettre les cases en bleu pour que ça se voit mieux. Si je suis ici, eh bien, c'est que je suis venu de la case 0, 1, et quand je suis ici, je suis venu de la case 0, 0, et donc ça me permet de retrouver le chemin qui a été fait. C'est exactement ce genre de solution que nous allons mettre en place dans notre programme Python, cette fois-ci avec une trace. Donc, c'est exactement le même principe que la fonction sans trace, c'est-à-dire que on est toujours sur les déplacements possibles, on a toujours notre fonction largeur. Qu'est-ce qui va changer? En fait, c'est que nous allons avoir un tableau des prédécesseurs. Moi, j'ai choisi en Python de le symboliser avec un dictionnaire, parce que c'est une structure qui s'y prête bien, et que des coordonnées de points peuvent être représentées en tuples, et un tuple peut être la clé d'un dictionnaire. Donc c'est quelque chose qui me paraît pas mal. Donc j'ai déclaré mon tableau de prédécesseur, qui au début est vide. C'est symbolisé par notre tableau qui contient que des points d'interrogation. Pour l'instant, pour une seule donnée, on ne sait absolument pas d'où on vient. Et ce qui va se passer, c'est que mon tableau des prédécesseurs, à chaque fois en fait que je visite un prédécesseur, je vais dire pour chaque case d'où je viens. En fait, c'est la seule chose qui a à changer. C'est qu'à chaque fois que je passe d'une case, par exemple la première case, à mon voisin, eh bien je note d'où je viens. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Si maintenant, cette case-là, j'utilise encore une fois ses voisins, eh bien je dirais que ces voisins sont celui-là et celui-là, et donc que les deux viendraient de la case 0,2 et la case 0,2, et ainsi de suite. On aurait un nouveau déplacement. Donc c'est à chaque fois en fait qu'on marque la distance, puisque parallèlement à ça, ce qu'on aurait fait, c'est que là on aurait mis une distance de 0, une distance de 1, une distance de 2, et ces cases-là auraient une distance de 3. Et vous voyez qu'on retrouve un peu le même schéma. Donc c'est au moment où on place les distances, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est la distance de la salle d'où on vient et on ajoute 1, eh bien on peut aussi dire, si je sais d'où je viens, eh bien il suffit que je l'indique dans ma salle. Et donc, vous voyez en fait que nous avons déclaré 4 structures de données qui sont en fait superposables, puisque ce sont des tableaux qui reprennent toutes les 4 la structure du labyrinthe. Là nous avons la carte, là nous avons les cases déjà visitées, là nous avons les distances, et là, encore une fois une structure qui va reprendre le schéma du labyrinthe qui va donner quels sont les prédécesseurs.
Donc là, en fait, on a nos informations, on a bien respecté nos 3 règles, il faut rester dans la carte, les murs sont infranchissables, et annoter les cases visitées. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir là-dedans? La seule différence, c'est que cette fois-ci, notre fonction retourne à la fois la distance minimum et la liste des prédécesseurs. Et cette fois-ci, en fait, lorsque la distance n'est pas infinie, c'est-à-dire qu'on a bien trouvé une distance minimum, sinon, si on ne trouve pas de distance minimum, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de chemin entre là où on est et la sortie, et ça ne vaut pas le coup non plus, dans ce cas-là, d'exécuter la trace. Ça ne vaut pas le coup d'exécuter le chemin pour arriver à la sortie, puisque ce chemin n'existe pas. Donc cette fois-ci, on a la destination et on a le chemin le plus court. Le chemin le plus court, comment on le récupère? Eh bien, on prend la liste des prédécesseurs que nous retourne la fonction parcours largeur. On affiche l'arrivée, la sortie, et tant que l'arrivée n'est pas égale au départ, on recherche le prédécesseur de l'arrivée. Comment ça fonctionne? Pour ça, je vais reprendre les tableaux de fin que j'ai déjà remplis, pour ne pas être obligé de le refaire. Je reprends mon arrivée, je sais qu'elle est en 9,9. Oui, mais les prédécesseurs de mon arrivée, ça me dit que c'est 8,9. Ok, donc ça veut dire que je vais tracer mon chemin. Ce que je trace, c'est, voilà, j'ai mon arrivée qui est ici. Mais mon arrivée, pour arriver à l'arrivée, je suis passé par la case 8,9. Donc la case 8,9. La case 8,9 est ici. Maintenant que je suis en case 8,9, la case me dit oui, mais moi je viens de la case 8,8. Alors la case 8,8, je reprends dans mon tableau, elle est là. Celle-là vient de la case 8,7. Celle-là vient de la case 7,7. Celle-là vient de la case 7,5,7. Celle-là vient de 4,7. 4,7, je reviens là. Je suis en 3,7, mais cette case-là me dit qu'elle vient de 3,6. Celle-là me dit qu'elle vient de 2,6, qui est juste en haut. 2,5, il vient de 2,4. Donc 2,4, c'est 2,4. Celle-là vient de 1,4. Celle-là vient de 0,4. Celle-là vient de 0,3. Celle-là vient de 0,2. Celle-là, on arrive à 0,1. Et 0,1 vient de 0,0. Voilà. Et vous voyez que par prédécesseurs successifs, ce que je suis arrivé à faire, c'est que je suis arrivé à retracer le parcours minimum, donc le chemin minimum, entre l'endroit où je suis et la sortie de mon labyrinthe. Voyons voir si ce programme fonctionne. C'est ce que je fais ici. Je fais la boucle. Tant que je ne suis pas arrivé à mon point de départ, je prends le prédécesseur de la case dans laquelle je me situe. Voyons voir si tout fonctionne correctement. Cette fois-ci, je fais un lit avec trace. Voilà. Et donc, si je reprends mon tableau ici, ce qui me dit le chemin le plus court à la destination est de 18, ça c'est ce que nous donnait déjà l'algorithme de Lie. Et le chemin à parcourir est, bien sûr, en partant de la sortie, puisque j'ai utilisé un tableau de prédécesseur, donc pour chaque case, je connais le prédécesseur, donc c'est pour ça qu'il faut partir de la sortie. En fait, l'entrée n'a pas de prédécesseur et ne contient pas l'information qui me permettrait de parcourir quoi que ce soit. Donc je suis parti de mon arrivée 9,9, puis je suis parti en 8,9, en 8,7, en 7,7, et vous vous rendez compte que c'est exactement le parcours que j'ai fait avec ma ligne bleue, jusqu'à arriver à la fin en 0,0. Donc là, nous sommes arrivés sur un algorithme qui nous donne à la fois la distance minimum jusqu'à la sortie, donc ça permet de gérer notre effort, et qui nous donne aussi les coordonnées des salles à rechercher pour arriver à notre sortie. Super, là nous avons déjà énormément de choses. Voyons encore une petite évolution de cet algorithme. Je vous avais dit dès le début que les déplacements, en fait, j'avais choisi de les gérer à part, ce qui me permettait d'être très flexible sur l'évolution des déplacements. Pour l'instant, en termes de déplacement, j'ai prévu, pour quelqu'un qui se retrouverait dans une case donnée, dans mon labyrinthe, je lui permets d'aller dans 4 cases. Je lui permets d'aller là, là, là et là. Les coordonnées nord, sud, est, ouest. Que se passe-t-il si maintenant j'ai envie de rajouter à ce personnage la possibilité de se déplacer en diagonale? Tout simplement. Il peut se déplacer en diagonale. Et bien dans mon programme, vous allez voir que en fait les ajouts sont minimes. Il suffit que je lui rajoute
les coordonnées qui permettent ces déplacements en diagonale. Donc, là, on rajoute 1 sur la colonne, on rajoute 1 sur la ligne. On rajoute 1 sur la colonne, on enlève 1 sur la ligne. On enlève 1 sur la ligne, on rajoute 1 sur la colonne. Et on enlève 1 sur la ligne et 1 sur la colonne. Et vous avez en fait déjà les 4 déplacements diagonales. Et vous pouvez sauvegarder le programme. C'est la seule modification qu'il y a à faire. Et là, maintenant, si jamais vous relancez la trace, vous allez avoir maintenant la possibilité d'avoir le déplacement diagonal. Cette fois-ci, je n'ai plus qu'une longueur de 11. Je n'ai plus qu'une longueur de 11. Et vous voyez qu'en fait, les différentes cases, cette fois-ci, ont été faites en diagonale. C'est-à-dire que, cette fois-ci, je vais le prendre d'une autre couleur. Je vais le prendre en jaune, tiens. Donc je suis passé de 9, 9... Je vais prendre ça comme ça. Je suis passé de... j'ai plus le... Je vais faire ça. Voilà. Donc j'ai gagné du temps dans mon chemin. Je suis passé de 9, 9 à 8, 8. Donc là, vous voyez qu'il a directement sauté. Il est passé en diagonale. Puis je suis passé à 7, 7. Là, puis il est passé... Alors, 7, 7, 7, 6. Cette fois-ci, il est passé par là. 7, 5. Il est là. 6, 4. Donc 6, 4. Ah, elle est déjà jaune. Hop. 6, 4. Puis il est passé en 5, 3. Puis il est passé en 4, 3. Puis il est passé en 3, 2. Donc toujours en diagonale. Puis il est passé en 2, 2. Puis il est passé en 1, 1. Et enfin, il est passé en 0, 0. Donc vous voyez en fait que le fait de permettre à mon algorithme de passer les chemins en diagonale a fait que mon chemin est encore plus court. Et il me donne toujours le chemin le plus court, cette fois-ci avec les déplacements que je lui ai permis. Donc on voit que le fait d'avoir vraiment sorti les déplacements possibles de cette façon-là, en fait, permet pas mal de choses. Ça permet de spécifier des déplacements. Si maintenant j'avais voulu que, par exemple, un personnage puisse puisse se déplacer d'une case vers le nord, mais puisse se déplacer de 2 cases vers le sud, par exemple, ou pouvoir se déplacer comme un cheval aux échecs, j'aurais pu l'indiquer ici. Donc c'est une solution très flexible de montrer comment on peut parcourir le labyrinthe en sortant complètement la notion de déplacement. Et cette notion de déplacement peut être gérée à part. Donc voilà, pour vous montrer encore une fois comment se propage en fait l'algorithme, j'ai utilisé un petit peu des dégradés de couleurs cette fois-ci, où je suis parti du vert pour arriver au rouge, et vous voyez en fait que quand l'algorithme se propage vers la sortie, vous voyez un petit peu les couleurs qui évoluent. Donc là, c'est exactement les mêmes couleurs qui sont utilisées, puisque c'est le même parcours, encore une fois. Dans la partie du haut, on représente les obstacles. Donc 0, ce sont les murs, 1, ce sont les points où vous pouvez aller. Le parcours d'en bas à gauche a été entièrement réalisé, donc toutes les cases qui ont été visitées sont à 8. Vous voyez que les cases qui restent à non sont des cases qui sont inaccessibles parce qu'elles sont bloquées par des murs. Le tableau des distances, eh bien lui, on le connaît bien maintenant. On commence à 0 et on parcourt de proche en proche en augmentant la distance pour voir le chemin minimum. Et enfin, le tableau des prédécesseurs, lui, qui est rempli pour nous donner en fait le chemin de retour à partir de la sortie et qui va nous permettre de sortir de notre labyrinthe. Voilà, j'espère au travers de cette vidéo vous avoir donné beaucoup d'informations sur l'algorithme de Lie. J'espère aussi que maintenant, le jour où vous serez bloqué dans un labyrinthe, eh bien, vous n'aurez plus de problème. Vous savez qu'il suffira de faire un parcours en largeur de votre labyrinthe qui va vous donner une distance minimum. Et si vous prenez bien soin de sauvegarder vos prédécesseurs, vous aurez aussi votre chemin de sortie. Ça, c'est une application du parcours en largeur que nous avons déjà vu sur les graphes. Il en existe beaucoup d'autres. Si on veut être un petit peu critique sur cet algorithme, on se rend compte bien évidemment que l'algorithme parcourt l'intégralité des salles de notre labyrinthe. Si vous avez un labyrinthe très grand, eh bien en fait cet algorithme va prendre énormément de temps. Il y a des algorithmes de parcours de labyrinthe qui sont plus courts, mais ce qui est intéressant dans l'algorithme de Lie, c'est que déjà il est sûr d'avoir un résultat,
et d'un autre côté, il est sûr de vous donner la distance minimum. Vous avez des algorithmes plus rapides, mais qui peuvent par exemple se retrouver bloqués dans des configurations bien précises de labyrinthe. Donc, c'est vrai que celui-là va prendre un petit peu de temps. Vous vous rendez compte aussi que pour modéliser le parcours du départ à l'arrivée, nous avons été obligés de déclarer aussi 4 structures différentes qui sont à chaque fois de la taille du labyrinthe. Donc en termes de mémoire, là c'est pareil, si jamais votre labyrinthe devient très très grand, il va falloir vous rendre compte aussi que ce que vous allez stocker, c'est en fait 4 fois la taille du labyrinthe pour avoir toutes les données, pour avoir les obstacles, pour avoir les cases visitées, pour avoir les tableaux de distance et pour avoir les prédécesseurs. Donc là aussi en mémoire, ce n'est pas neutre comme parcours. Là on est sur quelque chose de très très petit. Si jamais on augmente, en fait, on se rend compte également que la quantité de mémoire qui va être utilisée va être augmentée exponentiellement. Voilà, donc ce parcours de labyrinthe que je vous propose aujourd'hui. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, comment ça fonctionne. J'espère que vous aussi de votre côté vous avez trouvé ça intéressant. Et donc en fait, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et si jamais le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!